À l'ordre, s'il vous plaît. Comme nous avons pris un peu de retard, y a-t-il consentement pour poursuivre les travaux au-delà de l'heure prévue, c'est-à-dire jusqu'à 18h05? Il y a consentement? Merci. Allez. Je souhaite maintenant la bienvenue. On ne se rendra pas jusqu'à 18h10. Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de la Commission des partenaires du marché du travail. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. À 1 minute de la fin, je vais vous avertir, je vais vous aviser. Je vous invite donc à vous présenter puis à commencer votre exposé. Alors, merci, Madame la Présidente. Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail. Je suis accompagnée de Michèle Houpert, qui est la directrice de la Commission. Donc, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Dans un premier temps, je me permettrai peut-être de vous présenter la Commission des partenaires du marché du travail. C'est un organisme qui a maintenant 20 ans, qui relève du ministre de l'Emploi et qui a une mission qui dans le contexte du marché du travail actuel, est certainement très importante, qui est de contribuer à ce qu'il y ait un équilibre dans le marché du travail entre les besoins quantitatifs ou qualitatifs de main-d'œuvre, les besoins en compétences. Et comment cette commission travaille, c'est tout aussi important de prendre le temps de l'expliquer. Elle s'appuie sur un grand cercle de partenaires. D'abord, il y a son assemblée délibérante qui est constituée de 26 membres. Elle rassemble aujourd'hui les grands leaders du monde patronal, du monde syndical, du milieu de l'éducation, donc les grands réseaux, cégep, commissions scolaires et universités, de même que le secteur communautaire. Et l'Assemblée est accompagnée aussi par la présence de sous-ministres qui représentent des ministères qui ont de l'impact dans le marché du travail de par les politiques publiques ou les règles qu'ils ont à influencer. Donc, évidemment, Emploi Québec est au cœur de cette commission pour faire le travail qu'on a à faire, mais on a également au sein de la commission le ministère de l'Immigration, le ministère du Développement économique, le ministère de l'Éducation qui est présent et le ministère des Affaires municipales. Donc, vous comprenez que dans le contexte actuel, c'est une commission qui travaille par consensus. En 2019, faire des consensus, ce n'est pas toujours facile. Autour de sujets complexes, vous le savez, vous les abordez également. Sa mission, donc, c'est d'essayer d'abord de comprendre ce qui se passe dans le marché du travail. Donc, d'avoir les outils et les informations pour avoir une bonne vue sur les enjeux et que ce soit documenté et qu'on puisse avoir une vue partagée, les différents secteurs, les différents partenaires qui sont présents pour pouvoir en discuter. Et par la suite, elle a la mission de conseil auprès du ministre de l'Emploi. Notamment, à chaque année, on indique au ministre de l'Emploi quelles devraient être les mesures aux individus ou aux entreprises qui sont offertes par Emploi Québec. Vous savez, c'est un budget d'environ 1 milliard de dollars à chaque année qui fait qu'on aide la main-d'œuvre et les entreprises à vivre les défis du marché du travail. Donc, la Commission joue un rôle important avec les partenaires pour indiquer au ministre comment devraient évoluer ces mesures-là en lien justement avec les enjeux qu'on rencontre contextuels. Elle est aussi responsable des programmes qui découlent du fonds du 1 % que vous connaissez probablement, qui est un fonds qui se consacre à quelque chose d'important, qui est développer les compétences de la main-d'œuvre en emploi. Donc, à chaque année, on a environ 50 millions qui est investi, je dirais, pour s'assurer que la main-d'œuvre en emploi actuellement développe les compétences dont elle aura besoin en ce moment, mais aussi pour le futur. Et finalement, plus récemment, la Commission s'est vue confier le mandat de donner des avis au gouvernement pour améliorer les politiques publiques du gouvernement en matière de marché du travail, pour améliorer le marché du travail. Donc, ça fait le tour. Et tout ça, il le fait, oui, avec son assemblée délibérante, mais aussi avec un vaste réseau des partenaires, puisqu'on s'appuie sur l'expertise de 17 conseils régionaux, 29 comités sectoriels et 7 comités consultatifs, dont un comité consultatif en immigration. Et chacune de ces instances implique
au total à peu près 1000 personnes qui contribuent à cette intelligence collective pour donner de la valeur au consensus, évidemment, qui se développe au sein de cette grande concertation-là. Donc, je vais prendre le reste du temps pour un peu vous donner la lecture qui est partagée au sein de la Commission des partenaires en ce moment en regard du marché du travail. Et à la fin, je vous dirai notre position par rapport au projet de loi. Donc, vous le savez, là, c'est une grande transformation qui est en train de s'opérer dans le marché du travail. C'est pas seulement le Québec qui vit cette grande transformation-là, et elle se fait en accéléré pour plusieurs raisons. Évidemment, le Québec le vit à sa façon, hein, donc 3 grands moteurs qui sont en train de faire bouger les plaques tectoniques de ce marché du travail. D'abord, l'impact du vieillissement de la population. C'est certain que ça crée une pression qui est importante et dont il faut prendre la mesure et prendre les bons moyens pour y remédier. Le deuxième grand levier qui est en marche en ce moment, c'est toute la question des changements technologiques, qui est aussi un vecteur important à tenir compte parce que ça force le jeu du développement des compétences de la main-d'œuvre qui est en emploi, mais aussi de celles que nous souhaitons accueillir comme nouveaux Québécois éventuellement. Donc, c'est un deuxième moteur important. Puis le troisième, dont on connaît moins l'ampleur, mais qui, dans la documentation, est certainement un enjeu important, et ça fait partie de la planification stratégique de la CPMT, d'essayer de mieux le comprendre, c'est les changements environnementaux et le développement de l'économie verte, qui est un vecteur important qui va faire aussi, qui a de l'impact sur comment le marché du travail est en train d'évoluer. Donc, c'est les trois grands changements qui sont en marche et qui peuvent influencer évidemment la discussion qui a cours aujourd'hui sur le projet de loi. Les gens vont vous parler des données. Je me suis dit que c'était vain de vous en parler là, sur le taux de chômage, le taux d'emploi, peut-être des commentaires un peu plus qualitatifs ou appréciatifs de cette situation-là pour alimenter vos réflexions. Je crois que M. Fortin en a fait mention. C'est la première fois que le Québec vit une situation de plein emploi depuis au moins 30 ou 40 ans. Et donc, en plus de vivre une situation concrète de difficultés de recrutement, on comprend que quand c'est la première fois qu'on vit quelque chose, ça veut dire que nos habitudes, nos façons de faire, nos processus, qu'on soit une entreprise, qu'on soit un travailleur ou une travailleuse, ou qu'on soit même un organisme de service public en emploi, eh bien, ça demande des ajustements à tout le monde. Donc, au-delà des chiffres, je trouvais important de signaler aux parlementaires que ce choc de cette première fois du plein emploi, et on sait qu'on est au début de ce cycle, hein, parce que d'ici 2023, là, on aura un phénomène de remplacement important de notre main-d'œuvre. Donc, on est vraiment en amont de cette situation-là. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce qu'elle veut dire, non seulement en termes d'enjeux de recrutement concret en nombre ou en qualité, mais aussi d'ajustement dans les façons de faire pour les entreprises, pour la main-d'œuvre qui va se retrouver avec un rapport de force différent qu'elle ne l'a eu jusqu'à maintenant. Puis, pour aussi les services publics qui doivent s'adapter. Le ministre de l'Emploi a lancé une grande corvée récemment en indiquant qu'il fallait faire en sorte que les services d'emploi se tournent maintenant vers le soutien aux entreprises parce qu'il y a moins de gens à aider pour les réintégrer. Et ceux qui restent, celles et ceux qui restent, souvent demandent un accompagnement différent que par le passé. Et je pense que c'est un bon exemple du genre d'ajustement auquel tout le monde sommes confrontés. Et mon partenaire qui m'a précédé vous a expliqué pour le volet entreprise des choses importantes. Donc, 1 minute 30. Pardon? Il vous reste 1 minute 30. C'est bon. Alors, vous dire que d'ici 2023, 1,4 million de personnes dont on aura besoin pour remplacer les postes ou occuper les nouveaux postes. 54 seront les gens qui sont sur les bancs d'école, mais on sait que plus de 22 seront de l'immigration. Et donc, c'est certain que la discussion qui a cours, que j'espère alimenter aujourd'hui pour que vous puissiez trouver les solutions appropriées, les parlementaires, bien, c'est que l'immigration n'est pas une option pour répondre aux besoins du marché du travail. C'est une réalité que le Québec va devoir conjuguer pour les prochaines années. Et donc, certainement qu'il faut se préoccuper de choses qu'on sait déjà sur les défis
que suppose l'arrivée des immigrants de façon plus significative, mais on a quand même déjà une expérience qui nous enseigne qu'il y a des défis pour les entreprises et pour les immigrants eux-mêmes. Pour les milieux de travail aussi, il ne faut pas les oublier, pour les gens qui les accueillent dans les milieux de travail. Donc, c'est un phénomène important. À propos du projet de loi, 3 éléments avant de clore. Vous comprenez que sous l'angle de la responsabilité de la Commission, ce qui a intéressé la Commission, c'est de regarder, à partir des enjeux et des objectifs communs aux membres, comment le projet de loi appuyait ou non. Et globalement, toute la question d'orienter les choix... Madame Murray. J'ai terminé. Oui, ça vous sera avez terminé. Je vous remercie pour votre exposé. Merci, vous voyez bien que ça allait prendre un peu plus de temps. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Mesdames. Merci de participer aux travaux de la Commission. Je ne sais pas, Madame Murray, si vous voulez terminer ce que vous disiez à la fin. Si vous me le permettez, oui, je peux le faire. Donc, peut-être 3 éléments qui, je pense, vont dans le sens de ce que la Commission des partenaires a constaté et demandé en termes d'objectifs au cours des dernières années en regard de l'immigration. Bien sûr, c'est d'essayer d'aligner les choix d'immigration sur les besoins du marché du travail. Et quand on parle de cet objectif-là, on est en train de se raffiner dans la façon, dans la compréhension qu'on a des besoins en termes de secteur, en termes de métier, en termes de région. Et donc, on pense qu'on a ce qu'il faut pour soutenir les objectifs que vise le projet de loi pour faire en sorte que cette immigration qu'on dit économique puisse répondre au marché du travail. Et il s'agit ici aussi de se dire que le milieu de travail est souvent le levier d'intégration premier. Donc, en ce sens, le projet de loi appuie les recommandations de la Commission. Le deuxième élément, c'est la question des services intégrés, d'une meilleure coordination, que ce soit au niveau de la prospection, donc on comprend tout le parcours de l'accueil, de l'intégration, du soutien en emploi, du maintien en emploi. Dans les constats qu'a eu la Commission au cours des dernières années, évidemment que cette question d'avoir une approche coordonnée pour soutenir les entreprises et les immigrants depuis leur terre de naissance jusqu'à chez nous est un élément important. Donc, à la lecture du projet de loi, on comprend que c'est un objectif qui est visé et qui est appuyé par la Commission des partenaires. Puis le troisième élément, c'est l'objectif du projet de loi de documenter pour comprendre, pour suivre le parcours des immigrants et comprendre de quelle façon ils arrivent ou non à s'intégrer, bien sûr, du point de vue de la Commission au marché du travail, même si on comprend qu'on pourrait avoir un intérêt plus large, c'est-à-dire à la société d'accueil. Je vous remercie. Donc, je comprends que vous êtes globalement en accord avec le projet de loi. Puis c'est l'objectif véritable de répondre aux besoins du marché du travail. Parce que ce qu'on a constaté, et puis les taux de surqualification sont quand même impressionnants chez les immigrants de moins de 5 ans, ils ne répondent pas nécessairement aux besoins du marché du travail. Puis je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que à la fois, vous avez différents partenaires qui siègent au comité, à la fois patronal, à la fois syndical. Alors, c'est intéressant de voir que vous portez ce message-là aussi de dire qu'il faut arrimer les besoins du marché du travail au profil des candidats. Nous, l'objectif, c'est d'avoir un parcours personnalisé, de faire en sorte que l'État québécois est là dès le départ, dès l'étranger. Et c'est pour ça aussi qu'on met un rôle de coordination maintenant dans la loi pour le ministère de l'Immigration, parce qu'on veut éviter qu'il y ait du travail en silo. Et dans le passé, parfois, les différents ministères, chacun faisait son petit bout, mais il n'y avait pas de coordination. Alors là, on va collaborer, mais on va surtout coordonner. Puis, l'objectif de coordination aussi, c'est de coordonner avec les partenaires comme la CP... Merci. Oui. Et avec les différents partenaires aussi. Alors ça, c'est l'objectif principal. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous pensez que le ministère de l'Immigration devrait faire dans le cadre du projet de loi pour vraiment avoir un accompagnement spécifique pour répondre aux besoins de vos membres? En fait, vous parlez des besoins du marché du travail au niveau de la coordination spécifiquement? Au niveau de la coordination, mais ce qui est exprimé par vos membres. C'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qui accroche présentement?
Parce qu'en fait, il faut bien situer que la Commission des partenaires, dans ses avis, n'a jamais ciblé le qui devait faire la coordination. Donc, moi, je veux bien cadrer mon propos. On a plus travaillé par objectif, puis d'ailleurs, c'est une façon de faire quand on tente d'avoir des consensus, souvent ça aide. Je pense que les constats qui sont derrière cet objectif-là des partenaires de demander une coordination, c'est pas sorcier, hein? C'est-à-dire que idéalement, il faudrait bâtir les services et le soutien à partir de la réalité des parcours des gens. Donc, pour être sûr qu'il n'y a pas d'espace ou de trous là, qui s'installent et puis à un moment donné, on perd les personnes, on perd les liens qui sont utiles à faire pour être capable d'assurer un continuum puis que la personne puisse s'intégrer. Donc, peu importe qui, finalement, je pense que derrière cette demande de coordination, c'est de pouvoir s'y retrouver facilement. Du point de vue des employeurs, écoutez, il y a une panoplie de services, de comprendre en ce moment les différents leviers à la disponibilité des entreprises pour qu'ils puissent faire leur choix prévoir les délais, comprendre toutes les étapes. C'est un effort considérable seulement de comprendre l'information. Donc, je pense que l'idée derrière cet objectif de coordination puis d'avoir un regard plus fluide de la part des services publics, mais aussi des partenaires, des organismes gouvernementaux qui aident aussi à la livraison de ces services-là, mais c'est d'essayer de les regarder du point de vue des gens qui les vivent et à terme de les simplifier, de les rendre plus accessibles, plus compréhensibles pour, en tout cas, éviter les délais qui sont davantage liés à cette difficulté-là d'un parcours qui est morcelé puis qui n'a pas nécessairement été construit à la base, peut-être du point de vue des gens qui ont à l'expérimenter. Mm-hmm. Mais c'est ce qu'on veut faire dans le projet de loi 9, d'éviter que à la fois les personnes immigrantes, mais à la fois les employeurs aient à cogner à 10 portes différentes. On veut s'assurer qu'il y ait une véritable coordination, puis on veut s'assurer aussi que le ministère de l'Immigration soit un leader dans ce domaine-là. Mais, je vous donne un exemple, avec mon collègue de l'Emploi, on veut s'assurer que dans les centres de Service Québec, bien, les gens qui sont présents, les conseillers en emploi, puissent travailler avec les conseillers du ministère de l'Immigration. Donc, il y a vraiment une synergie à la fois orientée vers les besoins des personnes immigrantes, mais à la fois également vers les besoins des entreprises. Ça, c'est vraiment important. Puis on veut vraiment créer une synergie entre les deux. Fait qu'on est vraiment dans cette logique-là avec le projet de loi. Je voulais savoir, quelle est votre opinion relativement au programme temporaire? On n'en parle pas dans le projet de loi, mais relativement au programme des travailleurs étrangers temporaires. Actuellement, là, on voit qu'il y a beaucoup d'employeurs qui sont en pénurie. Moi, je pense que ça peut répondre en partie aux besoins des différentes entreprises, à la pénurie de main-d'œuvre. Et surtout, il faut dire aussi, les travailleurs étrangers et même l'immigration aussi, parfois, ça permet de maintenir en activité des entreprises, des industries dans les différentes régions du Québec. Donc, c'est quoi votre opinion par rapport au programme des travailleurs temporaires actuellement qui est en place? Bien, écoutez, dans les discussions qui ont eu cours à la Commission sur ces questions-là, en fait, je pense que les partenaires se rallient pour dire qu'il faut tenter d'avoir à la disponibilité tous les leviers qui permettent l'immigration. Donc, l'immigration temporaire peut être un levier qui reçoit l'appui de la Commission des partenaires. Donc, l'idée, c'est pas d'essayer de jouer plus l'un ou plus l'autre, mais de bien les utiliser et qu'ils soient performants, tous ces leviers, pour répondre aux différents besoins du marché du travail. Donc, dans les conversations et puis dans les zones communes, je dirais que c'est sûr que du côté de la main-d'œuvre, on va être préoccupé par le respect des droits. Donc, ce consensus-là autour des travailleurs temporaires s'organise à la Commission dans un équilibre pour dire oui, on reconnaît que les travailleurs temporaires sont un levier utile pour répondre aux besoins du marché du travail, mais ça doit se faire dans le respect de leurs droits, dans le respect des normes du travail au Québec. Tout à fait d'accord, notamment les travailleurs en situation de vulnérabilité. Selon vous, est-ce que ça prend davantage de flexibilité au niveau du programme des travailleurs étrangers temporaires de la part du gouvernement fédéral pour répondre aux besoins des différentes entreprises du Québec? Bien, écoutez, vous m'amenez un peu hors zone par rapport au projet de loi, mais c'est certain que la Commission s'est prononcée dans le passé sur ces questions-là pour demander des allègements et faire en sorte que, au niveau, encore une fois, de la lourdeur administrative, de ce qui est exigé
pour démontrer le besoin, souvent en doublon par rapport aux besoins du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec, aussi dans la façon d'identifier les secteurs qui ont besoin de travailleurs temporaires et dans les règles qui sont en place en ce moment, à savoir à quel pourcentage de chômage il est permis d'avoir des travailleurs temporaires ou pas dans un secteur ou dans une région donnée. Donc oui, les partenaires ont des griefs, je dirais, ou des attentes, qu'il y ait des adaptations propres à la couleur de la réalité de la rareté de main-d'œuvre au Québec. Donc, vous savez, chaque province, chaque territoire là, vit en ce moment cette situation-là de rareté à sa façon, hein, donc, et avec les conditions qui lui sont propres, avec tout l'écosystème qui lui est propre. Donc, oui, la Commission des partenaires a formulé des souhaits à l'effet que ce programme des travailleurs étrangers temporaires soit adapté davantage aux besoins du marché du travail au Québec. Et je suis d'accord avec vous là-dessus. Notamment, nous, on souhaite avoir des assouplissements du gouvernement fédéral pour répondre aux spécificités du marché québécois. Ça, je pense que c'est fondamental, puis ça s'inscrit aussi dans la démarche du projet de loi 9, parce que ce qu'on fait avec le projet de loi 9, c'est au niveau de l'immigration permanente. Donc, on réforme le système, on s'assure d'avoir une adéquation entre les besoins de main-d'œuvre des entreprises et le profil de compétences, mais également, les travailleurs temporaires, ça permet aussi de s'assurer que les gens viennent répondre à un besoin de main-d'œuvre au Québec, mais aussi par la suite, nous, comme ministère de l'Immigration, ce qu'on va pouvoir faire avec le projet de loi 9, c'est de s'assurer de développer des outils pour les travailleurs temporaires. Parce qu'auparavant, le ministère de l'Immigration ne pouvait pas déployer des ressources pour les travailleurs temporaires, alors que là, à partir du moment où ils vont être sur le territoire québécois, on va avoir les outils au ministère de l'Immigration, on va pouvoir leur offrir des services en matière d'intégration, de francisation, pour les garder dans les différentes entreprises du Québec, dans les différentes régions. Vous soulevez à la page 5 de votre mémoire, là, parmi les défis du travail lorsqu'il s'agit d'immigration, la difficulté au niveau de la régionalisation. J'aimerais ça vous entendre, à savoir si vous avez des propositions pour assurer la régionalisation. Qu'est-ce que vous nous conseillez? En fait, c'est une dimension qui devra être regardée par la Commission. Elle n'a pas été de façon spécifique jusqu'à maintenant. On comprend et on entend que les villes de nos régions, hein, de plus en plus, veulent s'impliquer justement pour résoudre. On entend que, vous le lisez comme moi, donc l'accès au logement, l'organisation du transport, les services d'accueil. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui, en ce moment, pourraient nuire ou favoriser une présence de travailleurs, travailleuses immigrantes plus forte dans nos régions. Ils sont vraiment concentrés sur l'île de Montréal, nos immigrants, là, en ce moment. Dans la dernière année, je pense que c'est 85 % qui vivent à Montréal, donc, puis dans la grande région métropolitaine. Là, donc, et il y a des besoins en région qui sont légitimes. Et donc, il faut qu'on regarde un peu mieux c'est quoi comme commission. Là, je pense que c'est un regard qu'on devrait porter pour voir quels facteurs leviers. Puis il faut probablement rapprocher les intervenants du monde du travail et de l'emploi qui sont plus traditionnels, comme le ministère de l'Emploi, la CPMT, des villes, parce que je pense que les villes ont un rôle à jouer nécessairement parce que la pression que met l'effet de rareté fait en sorte qu'on ne peut plus travailler en silo. Hein. Il faut travailler de façon plus intégrée à créer des environnements qui vont nous permettre de relever ces défis-là. Donc, c'est quelque chose qu'on devra regarder à la Commission. Très certainement, on va travailler en collaboration avec vous. Je crois que certains collègues veulent poser des questions. Oui, j'ai le député de Chauveau et j'ai la députée de Labelle. Alors, on va débuter avec le député de Chauveau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'ailleurs, Madame Murray, bonjour. Je suis très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui. Et c'est un peu en complémentarité avec ce que mon collègue ministre vient de mentionner. La régionalisation, c'est un enjeu très important dans ce projet de loi-là. On veut bien sûr arrimer les besoins de la main-d'œuvre avec les besoins des différentes régions. Et moi, j'apprécie votre appui à ce projet de loi-là. Et quand je regarde le membership de la CPMT, c'est impressionnant. Vous avez des partenaires très, très intéressants autour de la table. Mais le ministre a mentionné tout à l'heure qu'il y a l'opportunité d'arrimer le travail de Service Québec avec le ministère de l'Immigration. On a posé la question avec les employeurs, mais je me pose la question, puisque vous avez des groupes communautaires, des groupes d'enseignement qui sont autour de votre table, est-ce que le milieu communautaire et le milieu de l'éducation notamment, mais on peut aller plus large aussi, est-ce qu'on est outillé au Québec
présentement dans nos régions pour faire face à ce défi d'immigration qui devra croître au cours des prochaines années? Si on veut réussir ce défi-là, de la rétention, de l'accueil des personnes immigrantes dans nos régions, est-ce que nos milieux parallèles sont équipés, outillés? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que vous avez eu ce genre de discussion-là à la CPMT? En fait, sous l'angle des régions, je pense que c'est une discussion qu'on doit alimenter, mais il y a quand même des éléments d'information. D'abord, les réseaux de l'éducation, de l'information qui est partagée à la Commission des partenaires. On voit différents projets, évidemment, on a accès à une information. Il y a beaucoup d'efforts qui se font en région pour adapter les programmes de formation, les stratégies de formation à l'accueil des immigrants, parce que vous savez que les étudiants étrangers sont aussi un levier important là, quand on parle d'immigration et qu'on remarque que souvent nos étudiants étrangers, quand ils ont pris goût au Québec, c'est déjà beaucoup pour espérer pouvoir les garder et puis les intégrer au marché du travail. Mais donc, dans la volonté qui est exprimée par les partenaires de l'éducation au sein de la Commission des partenaires, il y a une volonté qui, à mon avis, est visionnaire et très forte d'être capable de faire bouger les grands réseaux du Québec, que sont les cégeps, les commissions scolaires et les universités, pour faire les adaptations requises. Évidemment que ça ne se bouge pas facilement. Là, vous le savez, transformer des grandes institutions, c'est très exigeant. Et je le disais tout à l'heure, ça implique de travailler dans des nouvelles synergies, ce qu'on est en train de vivre. Il ne faut pas perdre de vue la mission première non plus de nos institutions d'éducation, mais ce maillage-là, en regard des besoins du marché du travail, donc pour les jeunes, pour la population plus âgée, mais aussi pour les immigrants, le secteur de l'éducation exprime une grande volonté de pouvoir s'adapter puis aider notamment les régions. Grand défi. Merci. Est-ce que la députée de Labelle tient toujours à prendre la parole? Bien, oui, d'accord. Bonjour, Mme Murray. Merci de votre participation. Et c'est très impressionnant, la liste des membres de la commission. Donc, également heureuse de voir que vous êtes favorable au projet de loi. Est-ce qu'il y aura un élément de surprise dans ce que vous avez entendu de la part des membres que vous souhaiteriez communiquer? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui serait intéressant d'amener aujourd'hui dans le cadre de notre discussion? De la part des membres de la commission? Oui. Un élément de surprise. Bien, oui. Écoutez, là, je ne veux pas les décevoir, eux, en disant qu'ils ne m'ont pas surprise. Mais qu'on n'a pas entendu, peut-être, qu'on devrait entendre. Bien, en fait, je pense qu'il y a tout le volet aussi d'intégration des immigrants qui est un volet important parce que, donc, quand on regarde les facteurs de succès pour le marché du travail, pour les immigrants, on voit bien qu'il faut qu'on fasse évoluer les façons de s'y prendre. Et donc, l'idée, dans les discussions qui ont cours, il y a un avis qui vient d'être émis, là, un portrait de la part du Comité consultatif immigration, auquel référait aussi mon collègue du CPQ tout à l'heure, qui fait un peu la synthèse de la documentation qu'on a sur les obstacles que rencontrent les immigrants quand ils souhaitent s'intégrer, puis aussi des défis que cela pose pour les entreprises. Et donc, au sein de la commission, je pense qu'il y a aussi un regard qui est porté pas seulement sur le besoin en termes de nombre dans les métiers, dans les régions, mais aussi dans la façon dont on va trouver les accompagnements requis et qu'on va utiliser les ressources en termes de services publics ou des différents groupes pour résoudre ces enjeux-là. On voit bien qu'intégrer, bon, déjà, il faut avoir une entrevue. Donc, déjà, il faut que la façon d'afficher les postes, de définir les postes, de rendre compréhensible le besoin pour une entreprise. Déjà, il faut que pour les immigrants, ce soit quelque chose qui soit lisible, puis qu'ils comprennent ou qu'elles comprennent. On sait que le fait d'exiger systématiquement une expérience de travail au Québec est un obstacle pour les immigrants. Ils tournent un peu en rond. Ça leur prend un premier moment à un moment donné. Donc, quelqu'un qui... Donc, ces éléments-là sont bien documentés et font partie des préoccupations puis du regard que portent les partenaires pour soutenir les travaux aujourd'hui des parlementaires dans les réflexions puis les politiques publiques et les services, la façon de faire évoluer les services. Merci. Merci. Monsieur le député de Chauveau veut reprendre la parole? Oui, vous parliez tout à l'heure de la fameuse loi du 1 % concernant la formation. Et c'est évident que la francisation, là, c'est un enjeu extrêmement important pour le maintien, notamment en région,
c'est bien évident. Est-ce que vous avez une idée ou est-ce qu'il y a une partie de cette cagnotte-là, là, du 1 là, qui sert à la formation des travailleurs, est-ce qu'on s'en sert pour la francisation? Et si oui, quelle est cette proportion? Moi, ça m'intéresse de savoir comment on investit là, en francisation de ce côté-là. Près 8 millions qui ont été investis en 2018-2019 et on a accompagné la francisation d'environ un peu moins de 2000 travailleurs en emploi. Donc, le programme qui découle du FDR-CMO, c'est un programme qui vise spécifiquement la francisation alors que la personne est en emploi. Donc, ça vient compléter l'offre de services qui peut se donner dans les réseaux de l'emploi ou même du côté du Midi. Donc, c'est ce qu'on a fait dans la dernière année. Et donc, en ce moment, on est d'ailleurs à un moment où on est en train de revoir les programmes. Donc, à chaque année, la Commission fait un travail pour adapter les programmes. Et la Commission a pris la décision, à ma recommandation, de prendre un peu plus de temps parce que les changements sont tellement rapides en ce moment et les besoins évoluent. Qu'on s'est donné 3 mois supplémentaires pour aller plus loin dans la révision de nos programmes puis prioriser aussi les différents programmes. Donc, c'est des choses qu'on est en train de regarder pour voir comment on peut les renforcer. Je vous dirais que depuis mon arrivée, ce que je constate aussi, donc c'est seulement depuis juin, la visibilité de ces programmes-là, le fait qu'ils soient connus par les bonnes personnes au bon moment, c'est aussi un enjeu sur lequel j'ai l'intention d'agir dans les prochains mois avec mes partenaires. Avez-vous le sentiment que ce montant-là d'argent est suffisant dans le cadre de ce que vous avez comme enveloppe qui peut y être consacrée? Est-ce que vous avez une masse de personnes, autrement dit des listes d'attente, des gens qui souhaiteraient obtenir des services et qui malheureusement, vous êtes obligé de limiter l'accès et que ça devient à la fin un frein pour la francisation et éventuellement, c'est une cause qui pourrait amener la personne à déménager, revenir vers Montréal et pire, quitter vers une autre province canadienne? En fait, il y a une grande complémentarité des services qu'on offre par le fonds du 1 avec les leviers qu'Emploi Québec sont en train de mettre en place. Donc, pour l'instant, on refuse personne. Il n'y a pas d'enjeu d'accessibilité à un soutien financier pour un service de francisation en emploi. Ouais. Oui, Monsieur le ministre? Oui. Puisque vous avez une expertise sur le marché du travail, j'aimerais qu'on clarifie quelque chose. On parle souvent là, de 117 000, 118 000 postes vacants. J'aimerais qu'on fasse la déclinaison de, vous en parlez un peu là, à la page 5 de votre mémoire. On parle, supposons, des postes vacants, 118 000 postes, mais aussi on parle des postes vacants longue durée, avec 90 jours. C'est quoi la différence entre les 118 000 postes vacants, puis ceux de longue durée versus non longue durée? Comment ça se calcule, là, tout ça? Comment ça se calcule? En fait, je ne suis pas économiste. Donc là, je ne me lancerai pas dans la méthodologie, mais la façon de le regarder et quoi comprendre, ça, je peux répondre en partie à votre question. C'est-à-dire que plus on a un indicateur de postes longue durée non comblés, plus on a un indice que l'enjeu de rareté s'exprime dans le marché. Donc, c'est certain qu'il faut être très attentif à cet indicateur-là. Et je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, mais donc l'équipe d'Emploi Québec vient de sortir un nouveau produit d'information sur le marché du travail pour qu'on soit capable d'approfondir notre connaissance, notre compréhension de ces postes vacants, à savoir quels sont les niveaux, par exemple, d'éducation qui sont requis pour les combler, ils sont dans quel secteur, quelle région. Et je reviens à la corvée, hein, c'est un peu l'idée aussi là, d'aller sur le terrain en ce moment pour avoir une vue plus juste des besoins qui s'expriment. Donc ici, on est dans le here and now, dans le court terme. Là, donc, il faut être capable, je dirais, de faire tout ça en même temps, hein, d'avoir une prévision moyen-long terme, mais aussi de s'outiller en ce moment pour accompagner les entreprises et trouver des solutions. Il vous reste 3 minutes. Mais juste une petite sous-question. Les 118 000 postes vacants, là, c'est pas tous ces postes-là qui sont vacants depuis plus de 90 jours. C'est seulement un faible pourcentage de ces postes vacants-là qui sont disponibles depuis plus de 90 jours. Est-ce qu'on connaît le pourcentage? Je ne sais pas si je lis. Parce qu'il n'était pas indiqué, là, mais... Attendez, je vais le vérifier, Monsieur le ministre. Ça sera pas long. Mais c'est ça, mais pour répondre, dans le fond, aux besoins des employeurs, ce qu'il faut cibler, c'est vraiment ceux qui sont vacants depuis longtemps. Elle est là, la difficulté.
Bien, en fait, elle est prioritaire, mais je dirais qu'il faut avoir une compréhension quand même de l'ensemble de l'œuvre. Donc, pour être capable, parce qu'on est quand même dans le court terme dans les postes vacants, même si on peut prioriser puis essayer de comprendre d'abord ceux qui le sont depuis plus de 90 jours. Merci. Merci pour votre passage en commission. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, la parole à la députée de Bourassa-Sauvé. Bonjour, mesdames. Merci d'être ici aujourd'hui. Écoutez, dans le projet de loi, le paragraphe 7.1, je vais vous le lire. Les ministères et organismes concernés communiquent périodiquement au ministre, selon des modalités déterminées par entente, les renseignements nécessaires à l'exercice de ses responsabilités et fonctions. Comment vos partenaires se sentent avec l'idée de transmettre leur information au ministère de l'Immigration? Parce que, bon, ils fonctionnaient justement d'une façon très autonome. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Vos partenaires, comment ils se sentent? Oui, je peux comprendre l'intérêt de cette question. Malheureusement, ce volet-là, je n'ai pas pu l'aborder à la commission des partenaires. Donc, je ne peux pas me prononcer de façon spécifique. Par contre, l'objectif qui est visé par cet article-là, à ce sujet-là, il y a quand même un appui pour dire on doit comprendre ce qui se passe avec le parcours de nos immigrants une fois qu'ils sont arrivés. En ce moment, on perd complètement le fil. Hein, donc, et c'est difficile de s'améliorer et puis de mettre en place des mesures appropriées si on a de la difficulté. Et ça m'apparaît une responsabilité quand même publique importante. Donc, maintenant, sur la façon de le formuler, les exigences, je dois me retenir. En fait, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec les partenaires. Cette collaboration-là est fondamentale. Il faut que les gens d'une manière ou d'une autre, en fait, je pense qu'il faut qu'on ait une lecture intégrée du vécu et du parcours des immigrants au Québec. Maintenant, est-ce que... et cette collaboration-là, comment elle va s'articuler, comment elle va se trouver sa place, est-ce qu'il y aura une centralisation du ministère de l'Immigration? J'ai l'impression, en lisant le projet de loi, où on veut justement... pour avoir une certaine prise là, sur l'intégration, la francisation et tout ça. Est-ce que vos partenaires pourraient perdre un peu d'autonomie ou est-ce que cette centralisation-là, ça pourrait inquiéter un peu les partenaires? Bien, en fait, la façon dont on en a discuté, c'est dans une compréhension de coordination. Donc, je pense que... derrière ça, j'ai compris, même des interventions qui ont eu cours à la commission, que l'intention, c'est de s'appuyer sur des réseaux qui existent déjà, dont les partenaires gouvernementaux, que ce soit Emploi Québec ou d'autres joueurs clés dans le marché. Le projet de loi n'a pas été compris comme voulant se substituer à des réseaux qui sont déjà déployés. Je pense que la compréhension qu'on en a, c'est qu'il y a un effort de coordination à faire pour s'assurer que c'est complémentaire, que c'est bien arrimé et qu'on couvre le parcours, comme je le disais tout à l'heure, de bout en bout du point de vue des entreprises et de l'immigration. Donc, pour l'instant, ça n'a pas été compris de cette façon-là, là, du point de vue des partenaires. Comment vous la voyez, cette coordination? Parce que, bon, moi, mon comté, c'est Bourassa-Sauvé, Montréal-Nord. Il y a plein d'organismes. Il y a plein d'organismes qui s'occupent de plein de choses différentes. Puis c'est difficile de s'y retrouver. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous? Comment vous voyez ça dans un monde idéal? Bien, écoutez, je pense que dans un premier temps, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, il faut se donner des cartographies où on sait qui fait quoi. Hein? C'est la première étape. Et je dirais que l'urgence en ce moment que pose la rareté de main-d'œuvre, fait en sorte que parfois, on a peut-être plus tendance à en ajouter qu'à regarder qu'est-ce qu'on a déjà en place pour... Donc, pour moi, la première étape, puis là, bien, c'est quelque chose qui serait à discuter plus amplement avec mes membres, mais je pense que ça va de soi dans la logique, c'est-à-dire il faut d'abord bien cartographier quels sont les services en place. Donc, on le sait au niveau de la francisation, par exemple, il faut savoir qui fait quoi, à quel moment du parcours et de quelle façon ça répond et c'est connu par les utilisateurs qu'on vise par ces services-là. Donc, je dirais que si on veut améliorer une coordination pour un enjeu comme celui de l'intégration des immigrants qui force le jeu un peu de briser les silos, bien, il faut partir d'une cartographie claire de qui fait quoi.
il faut essayer d'identifier à partir de là où est-ce qu'on a des écarts par rapport à ce qu'on a comme objectif, hein, de bien les intégrer puis de bien accompagner les entreprises. Et par la suite, il faut qu'on ait des vraies conversations pour voir qui est le mieux placé. Vous savez, au Québec, il s'est développé des expertises importantes dans les réseaux des groupes communautaires pour aider à l'employabilité. Il y a des groupes même qui sont spécialisés, que ce soit en mixité en emploi ou en immigration. Donc, il faut bâtir sur des compétences qui sont disponibles. Le ministère de l'Emploi a une grande expertise d'accompagnement dans le marché du travail. Donc, il faut qu'on parte de ça et puis ensuite qu'on tente de trouver l'équilibre pour atteindre l'objectif. L'objectif étant que l'immigrant s'intègre mieux et que les entreprises soient bien accompagnées. Moi, je pense que quand on travaille pour quelque chose de précis, avec un objectif clair, on arrive à atteindre cette coordination-là maximale. Est-ce que vous souhaitez que le ministère de l'Immigration s'implique plus, soit un peu plus dirigé, justement, parce que... Bien, écoutez, je pense que c'est incontournable que les ministères, moi je vous l'ai dit, à ma table, il y a le ministère du Développement économique. Est-ce qu'on peut penser le développement économique en ce moment sans regarder les enjeux de rareté? Non. Est-ce qu'on peut parler d'équilibre dans le marché du travail sans s'associer avec le Midi? Non, c'est impossible. Est-ce qu'on peut relever ce défi-là sans travailler avec le ministère de l'Éducation? La réponse, c'est non. Donc, puis la même chose avec les affaires municipales, donc l'occupation du territoire. Enfin, moi, je pense que, je le disais tout à l'heure, il faut le voir comme une opportunité de renforcer le travail plus intégré des différents acteurs. Dans le fond, c'est pas seulement pour l'immigration là, que cette pression-là se fait sentir en ce moment. C'est-à-dire que globalement, pour relever ce grand défi, pour se garder prospère comme Québec, bien, on est obligé de réfléchir nos façons d'agir de façon plus intégrée. Donc, c'est une cohésion constante, là, une collaboration Absolument. constante, égale entre les différents acteurs. Oui, il faut trouver l'équilibre. Oui. Je laisse maintenant la parole à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Alors, merci, Mme Murray. Je salue également Mme Houpert, résidente du magnifique comté de Saint-Henri-Sainte-Anne. Je voulais vous poser la question par rapport à l'immigration temporaire. Lorsque l'on parle d'immigration temporaire pour combler des pénuries de main-d'œuvre, est-ce que dans votre optique, c'est une immigration temporaire qui devrait se pérenniser à terme? Ou c'est une immigration temporaire qui vient combler des pénuries de main-d'œuvre, mais dans le fond, si les gens ne restent pas au bout du compte, c'est pas plus grave qu'il faut. Tout à l'heure, lorsqu'on avait Monsieur Dorval qui parlait de l'enjeu de l'aspect temporaire, du fait que ça manque de prévisibilité pour les employés, ça leur permet pas d'avoir la visibilité nécessaire pour vraiment planifier leur projet. Est-ce que vous avez un peu la même perspective? Donc, si on met plus de personnes temporaires, automatiquement, ça voudrait dire aussi accueillir plus de personnes à long terme, en termes permanents. Voilà ma question. En fait, si j'ai bien compris votre question, vous me direz, en ce moment, on sait que le volet des temporaires répond parfois à un besoin ponctuel. Donc, je regarde ce qui se passe, par exemple, dans le secteur de l'agriculture. Évidemment que le monde de l'agriculture va dire qu'il n'y a rien de moins temporaire parce que souvent les personnes reviennent année après année, mais ça se situe dans un contexte de travail saisonnier et donc il peut y avoir des besoins temporaires à combler dans le marché du travail liés à une conjoncture qui est propre au secteur ou qui est propre à la situation économique d'un secteur. Donc, moi, dans les discussions qu'on a eues à la Commission des partenaires, tout le monde constate que ce levier-là, il demeure important. Aussi, on constate que ça peut être un levier de passage vers une immigration permanente. Donc, ça peut aussi être un vecteur qui, à terme, vont permettre à quelqu'un qui a une expérience québécoise de vouloir ou d'espérer obtenir une permanence. Ma question, si vous dites que ça peut être un vecteur, je comprends que ça peut être un vecteur. Ma question, c'est est-ce que c'est souhaitable que ça le soit? Écoutez, moi, je n'ai pas eu de discussion à cet effet-là avec mes partenaires. C'est plus le résultat de ce qui se passe dont on m'a parlé, c'est-à-dire que ça devient de facto un levier qui peut amener quelqu'un qui vient temporairement à vouloir s'installer. Maintenant, est-ce que ça devrait l'être? Je n'oserais pas me prononcer là-dessus sans avoir une vraie conversation avec mes partenaires. Très bien. Tu veux y aller? Député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Merci pour l'excellent rapport et merci pour votre présentation.
Écoutez, on voit très bien le rôle de la Commission des partenaires du marché du travail et l'ensemble des partenaires. Ma question, elle est très simple. Sentez-vous une réelle inquiétude par rapport à la rareté de main-d'œuvre au niveau de l'ensemble du territoire québécois? Bien, la réponse est oui. Je pense que les partenaires du marché du travail expriment clairement le fait que, de la même façon que le Québec a pu traverser des moments de crise associés davantage à une situation économique défavorable, il y a un sentiment de crise, mais là, basé sur une économie qui va bien et en même temps conjugué à un défi de trouver des solutions innovantes pour répondre aux enjeux de rareté. Je ne vais pas essayer de mettre des mots à votre place, mais vous qualifiez que la situation, c'est une situation de crise par rapport à la main-d'œuvre. Bien, les partenaires, dans le fond, c'est sûr que du côté patronal, c'est vécu avec plus de force, mais les partenaires constatent qu'il y a quand même un enjeu d'adaptation important parce qu'il faut voir que l'idée, c'est pas seulement... ce qui se passe en ce moment force le jeu, pas seulement sous le couvert de trouver de la main-d'œuvre quand on n'en trouve pas, ça force aussi le jeu de dire comment je développe mon entreprise à l'avenir. Est-ce que je passe à la numérisation? Est-ce que j'améliore ma productivité? Est-ce que je trouve des stratégies? Donc, au fond, le propos des partenaires à la Commission par rapport à la situation globale de rareté, c'est de dire qu'il y a une grande transformation et il faut qu'on soit capable de trouver... Et il y a des choses qui se font, il y a des gestes qui sont posés concrètement et qui sont reconnus comme étant des gestes utiles pour remédier à la situation. Mais il y a un sentiment d'urgence, quand même d'agir et puis d'être sur les bonnes choses. Justement, parlons de ce sentiment d'urgence et on sait très bien que l'équation de répondre à la crise de main-d'œuvre, ce n'est pas uniquement l'immigration, on s'entend. Vous avez évoqué l'automatisation, vous avez évoqué la digitalisation, vous avez aussi évoqué l'adéquation formation-emploi, mais on sent que ces deux paramètres, ces deux blocs nécessitent du temps. Donc, à court terme, l'immigration constitue une réponse, je peux dire entre guillemets, rapide, facile pour combler certains besoins en région, si on veut accompagner les entreprises dans leur productivité. Est-ce que de vos contacts en région, vous avez senti qu'il y a une préoccupation à court terme qui peut mettre en péril la prospérité économique de nos entreprises? Non, je ne pense pas qu'on en est là, mais il y a un sentiment d'urgence de trouver les solutions appropriées. Puis à court terme, il n'y a pas seulement l'immigration. À court terme, il y a d'autres leviers qui sont disponibles pour les entreprises et qui sont nommés par la Commission des partenaires. D'ailleurs, il y a tout un propos qui a été appuyé par plusieurs membres autour de l'importance de viser un retour ou un maintien en emploi des travailleurs expérimentés. C'est des gens qui sont déjà ici, avec qui on peut travailler. La Commission est très préoccupée, vous l'avez entendu, par les stratégies d'intégration des groupes qui sont éloignés du marché du travail. Il y a plusieurs centaines de milliers, il y a 200 000 chômeurs, je pense encore au Québec, là, qu'on est capable de ramener en emploi avec des stratégies gagnantes. Donc, à court terme, il y a d'autres zones d'action qui sont très importantes, qu'il ne faut pas négliger, puis il faut y mettre les efforts. En fait, d'une manière ou d'une autre, je le disais au début de ma présentation, la situation fait qu'on doit faire des efforts nouveaux. On doit s'adapter. Ça met de la pression pour qu'on change nos façons de faire. Maintenant, à court terme, il y a des leviers, il y a plusieurs leviers disponibles pour les entreprises au Québec. Oui, M. Néligan, monsieur le député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Oui. Un des volets que vous avez évoqué, c'est l'accompagnement des PME. Donc, on s'entend que même si on ramène et on fait un arrimage entre l'immigrant et le chercheur d'emploi et la région aux besoins en termes de main-d'œuvre, comment vous voyez concrètement l'accompagnement au sein de l'entreprise, mais aussi l'accueil en région? Bien, l'accompagnement, il y a des parcours gagnants qui sont quand même bien documentés maintenant quand il s'agit d'intégrer une main-d'œuvre, on va dire, à visage différent. Là. Ça a été documenté aussi, même si ça peut être différent, quand on intègre des femmes dans des milieux homogènes d'hommes. Donc, l'accompagnement, c'est très concret. Là. Vous voulez que je vous explique? Dans le fond, il faut agir dès l'intégration. Il faut avoir une stratégie dans notre recrutement, dans notre façon d'écrire nos postes, dans la manière de faire les entrevues. Enfin, il y a souvent un défi.
pour adapter les processus dès les stratégies de recrutement pour les entreprises, pour qu'elles puissent prendre la mesure de la compétence des gens qu'elles vont avoir devant elles. Hein. Donc, elles s'outillent pour bien annoncer leur poste puis bien évaluer les personnes qu'elles vont avoir devant elles. Et par la suite, ça prend souvent des interventions en milieu de travail qui vont impliquer aussi les équipes. Donc, ce n'est pas juste un effort du côté des immigrants qu'il y a à faire. Hein. Quand on parle d'intégration dans le marché du travail, il y a un effort à déployer du côté de la gestion, du côté des collègues de travail. Donc, souvent, on a vu la nécessité d'avoir des stratégies de formation, des approches pour être capable d'accompagner l'intégration des immigrants en milieu de travail et que ce soit un succès, puis pour les maintenir, hein, parce que l'objectif à terme d'une entreprise, quand elle investit puis elle accueille du personnel, c'est de le garder à plus long terme. Et donc, aussi d'avoir des stratégies de formation et d'accompagnement, parce que souvent, ils ont besoin de faire certains apprentissages ou des ajustements à la culture de l'entreprise, à la façon de s'intégrer dans le groupe de travail. Il reste 17 secondes. Une question rapide. La CSN ne peut être présente pour des raisons de délai octroyés, mais peu importe. Vous avez autour de la table des gens qui représentent les syndicats. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'y répondre. Quelles sont les particularités de leur perspective? Maintenant, la parole à la députée de Marie-Victorin. Merci, Madame la Présidente. Si vous le voulez, vous pourrez répondre à la question de la collègue de Saint-Henri-Sainte-Anne. Pour ma part, j'allais dans le même sens aussi, encore une fois, que le collègue de Néligan. Puis je voulais vous parler justement de ces défis que rencontrent les milieux de travail pour l'intégration des nouveaux arrivants. Puis vous en avez bien fait la démonstration de l'ensemble des obstacles peut-être qu'on rencontre dans les milieux de travail. Mais vous, en tant qu'organisation, quelles sont vos attentes envers le gouvernement à cet égard-là précisément? Est-ce que vous voulez avoir davantage de ressources? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui pourraient être adoptées qui faciliteraient la vie justement des employeurs ou même des immigrants justement qui arrivent en milieu de travail? Bien, en fait, dans ses responsabilités, la Commission a récemment donné avis sur les orientations qui vont guider le prochain plan d'action d'Emploi Québec au niveau des mesures qui seront offertes aux individus et aux entreprises. Et les partenaires ont eu l'occasion de s'exprimer sur justement le fait qu'au niveau des services d'emploi, les stratégies d'accompagnement des entreprises, donc le coffre à outils que les conseillers d'Emploi Québec ont maintenant en main pour accompagner les entreprises puissent être adaptés et avoir un impact positif, parce qu'on sait très bien que c'est un changement aussi au sein des équipes de travail dans l'approche. Donc, dans les attentes qui ont été exprimées et aussi dans l'accompagnement qui va être offert dans le cadre des groupes sous-représentés. Donc, pas seulement pour les immigrants, mais je pense que la Commission, les membres de la Commission captent bien ce que ça veut dire en termes de transformation pour une entreprise et donc a formulé le souhait dans les objectifs et les orientations du prochain plan d'action d'Emploi Québec que ce soit possible d'en tenir compte dans la façon dont les entreprises vont être accompagnées. Donc, à ce moment-ci, je dirais que c'est ce qu'ils ont, c'est la zone qu'ils ont occupée pour formuler et les besoins ont été bien entendus de la part d'Emploi Québec. Merci beaucoup. Maintenant, vous avez abordé un autre point, celui des étudiants étrangers, puis je trouvais ça intéressant d'y revenir. Selon vous, est-ce que le gouvernement devrait mettre davantage de mesures de l'avant pour s'assurer de la rétention des étudiants étrangers qui, comme vous le dites, vont souvent très bien s'intégrer au milieu de l'emploi, d'autant plus qu'ils ont obtenu leur diplôme chez nous au Québec? Bien, je pense aussi que vous ciblez une zone de travail sur laquelle doit se pencher la Commission. Je pense que si on a les statistiques, on voit qu'on est capable d'avoir une bonne rétention du côté des étudiants. Donc, certainement que s'il y a un regard et un effort concerté plus grand, ça peut être une voie intéressante. Il y a des initiatives ailleurs dans le monde. Hein. C'est des stratégies que d'autres pays ont en ce moment d'attirer les étudiants étrangers pour répondre aussi à leurs enjeux d'équilibre du marché du travail. Donc, certainement qu'on peut faire davantage, même si on a quand même un certain succès. Il vous reste 1 minute. Merci. Peut-être une dernière question pour terminer. Si vous aviez une mesure que vous voyez qui est, par exemple, manquante dans le projet de loi actuel, laquelle souhaiteriez-vous ajouter au projet de loi?
En fait, il n'y a pas de mesure à ajouter. Je dirais que vous allez le constater dans le mémoire à la fin. Donc, globalement, sur les 3 éléments qui sont soulevés, donc la commission, ça cadre avec les objectifs des avis ou des études qui ont été faits par la commission. Ensuite, c'est sûr qu'il y a un enjeu d'efficience dans les services qui découleront ou dans la façon dont on aura d'opérationnaliser tout ça. Et ce sera quelque chose auquel on souhaitera contribuer pour s'assurer que les choses se passent bien par la suite. Étant d'accord avec les objectifs, après, il faut le faire. Ouais. Une question d'efficience, mais également de ressources, j'imagine aussi, pour accompagner les entreprises. Un tout, oui. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Je cède maintenant la parole au député de Laurier-Dorion. Oui, bonjour. Première question, est-ce que la question de la reconnaissance des acquis, des diplômes, etc., est-ce que la Commission s'est penchée sur des solutions pour une problématique, semble-t-il? À ma connaissance, il n'y a pas eu d'avis spécifique sur cette question-là. Bien sûr que c'est une préoccupation. Ça a été identifié comme étant un des éléments qui fait obstacle à l'intégration du marché du travail. La Commission siège sur un pôle qui est piloté par l'Office des professions, où siège le Conseil interprofessionnel. Donc, au niveau des ordres professionnels, on a un lieu en ce moment avec un plan d'action qu'on est en train de regarder pour faire en sorte que cet élément-là soit aménagé de manière à peut-être jouer moins dans le film de l'obstacle à l'intégration des personnes immigrants. Certainement qu'il y a un défi aussi à regarder de ce côté-là. Et au niveau de la reconnaissance des compétences, il y a un nouvel organisme qui est parrainé par le Midi, dont la mission a été élargie sur la reconnaissance des compétences. Et on doit les accueillir. Enfin, je les ai invités pour qu'ils viennent rencontrer les membres de la commission, présenter leur offre de service, ce qu'ils sont en train de mettre sur pied, ce qui fonctionne bien. Donc, certainement que c'est un angle qui intéresse la commission, mais on n'a pas d'avis ou de position formulée sur cette question-là, sinon de constater que ça peut être un obstacle. OK. Pour vous, c'est une problématique? Ça peut être un obstacle, tout à fait. Oui. OK. Dites-moi, est-ce que vous avez une opinion sur la question des volumes par rapport à la rareté de main-d'œuvre? Est-ce que réduire les volumes d'immigration économique augmente la rareté de main-d'œuvre? Les réflexions de la Commission sur cette question-là ont été davantage ancrées sur la nécessité que l'intégration fonctionne. Donc, la question du nombre devient, je dirais, si je traduis bien l'avis qui a été fait, oui, c'est important, là, mais en même temps, il faut que cette évolution-là du nombre suive la capacité qu'on a d'intégrer correctement les immigrants. Donc, la Commission a toujours abordé la question du seuil sous les 2 volets, autant qualitatif que quantitatif. Ouais. Monsieur Fortin signalait la question de la discrimination en emploi comme une réalité. Comment la Commission adresse cette problématique-là? La Commission ne s'est pas penchée sur les questions de discrimination. L'angle de réflexion, par exemple, du comité consultatif en immigration, là, est beaucoup de comprendre, parce que de comprendre les enjeux. C'est-à-dire, je pense qu'il faut s'attarder si quelqu'un ne choisit pas un CV systématiquement à cause du nom, il faut comprendre pourquoi avant de présumer qu'on est nécessairement dans une situation Il vous reste une minute. De discrimination, bien que le Québec ne fait pas exception et qu'on peut penser qu'il y a des enjeux de cette nature-là. Mais l'angle de la Commission est vraiment un angle d'essayer de comprendre et de lever les obstacles. Donc, de travailler, tout à l'heure, on faisait référence aux différents biais qui peuvent exister pour accompagner les entreprises puis s'assurer que les services sont au rendez-vous puis tiennent compte de ces éléments-là dans la façon de travailler avec les entreprises. Merci pour votre contribution. Je comprends que c'était une première fois pour vous ici. Bravo, félicitations. La Commission ajourne les travaux jusqu'à demain, vendredi 22 février, 10 heures, où nous commencerons un autre mandat, celui d'une interpellation au Salon Bleu. De retour demain. Merci à tout le monde.